de la CSRD, pardon, d'être complètement obsédé moi là-dessus, mais c'est vrai que quelle influence vous pouvez avoir sur la CSRD? Oui, tout ça, ça se passe dans les sphères directionnelles et autres, mais c'est justement ça, c'est-à-dire que avant, et si on peut dire, sur le devoir de vigilance, la France est en avance d'un certain côté pour avoir signé cette loi. C'est simplement comme toujours, quand vous impulsez des trucs nouveaux, vous y allez au niveau, bon, alors je vais être un peu rude, mais au niveau de charte, au niveau d'engagement, et donc les gens sont tout contents, et notamment les directions aussi, quand elles ont signé des engagements, des chartes, et qu'elles disent bon bah écoutez voilà, moi je vais aller dans ça. C'est déjà très bien. Maintenant, comme dirait l'autre, c'est comment je le prouve et comment je le fais. Et ça, la nouveauté de la CSRD dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que là, on va être obligé, et je vais te repasser la parole Florence, on va être obligé d'avoir des indicateurs, et d'avoir des indicateurs qui permettent de comparer. Et ça, de comparer et de se comparer globalement à d'autres. Alors pourquoi ça c'est important? Je dirais que tout ce qui est cette fameuse dimension d'extra-financier, pendant longtemps, tout le monde, et donc ce qu'on dit les réalistes, c'est-à-dire les directions financières, et autres, on dit bon bah tout ça c'est bien gentil, mais c'est de l'extra-financier, donc donnons ça comme joujou à la RSE qui va nous faire des rapports là-dessus, et ce sera déjà pas mal d'ailleurs que globalement on ait ça. Mais on n'est pas obligé de l'intégrer. Là maintenant, les choses globalement sont différentes. Pourquoi? Parce que au niveau légal, déjà, alors ça a l'air idiot, mais au niveau légal, il y a une obligation. Il y a une directive qui date de décembre 2022, donc au niveau européen, qui a été transformée la première fois pour la France en décembre 2023. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que toutes les entreprises de plus de 250 salariés et de plus de 50 millions doivent être en train de mettre ça en place depuis le 1er janvier pour pouvoir rapporter globalement tout de suite. Et puis l'autre chose qui est d'un certain côté pour des directions de boîtes beaucoup plus importantes, c'est l'attitude des banquiers et des financiers. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que eux, ils demandent ça. Donc, on va voir maintenant, et moi je veux dire qu'un certain nombre de membres du cercle, par exemple, m'ont interrogé là-dessus, et on voit qu'ils sont obligés, en gros, ils sont tenus de fournir des données, indicateurs ou direction RSE, direction financière et autres, pour les publier dans ce fameux rapport de durabilité qui va devenir globalement obligatoire. Alors, c'est un peu global, tout ça, c'est un peu cérébral, mais de facto, ce qu'il faut voir que sont embusqués derrière les choix d'investisseurs, les choix de financement, les autres structures et les fameuses grandes agences de notation. Avant, on avait les notations extra-financières, du genre de celle qui a été notamment pilotée par Nota, qui était Vigeo. Mais maintenant, toutes les agences de notation mondiales sont sur la finance et sur l'extra-financier. Ça va mettre du temps à venir, mais on a intérêt globalement à être dessus. Et notamment, les deux questions cruciales et très très sensibles que sont, si je peux me permettre là-dedans, les femmes et l'usure aussi, et la santé mentale, il va falloir faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Florence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors très concrètement pour les entreprises, pour pouvoir progresser sur la prévention des problématiques de santé mentale ou d'usure professionnelle, pour toutes et tous, parce que c'est ça l'enjeu, nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement une analyse différenciée des problématiques de santé mentale, des problématiques d'usure, donc de parcours pour les femmes et pour les hommes, mais dans l'objectif de bâtir des organisations de travail, des dispositifs de prévention pour toutes et tous. On est toujours dans cette approche universelle de la prévention, mais qui se base sur une analyse différenciée, notamment selon le sexe, mais ça peut être selon les CSP, selon les métiers, etc. Et c'est vrai qu'il y a des obligations aujourd'hui qui s'imposent aux entreprises. Depuis que l'ANACT a produit la photographie statistique qui a permis de voir que les accidents de travail des femmes augmentaient alors que ceux des hommes diminuaient, et ça même en taux de fréquence, il y a eu une loi en 2014 qui exige désormais des entreprises de produire des données sexuées en santé au travail, des données sexuées de sinistralité. Sauf que dans le cadre de la BDESE, aujourd'hui, les partenaires sociaux ont le choix, effectivement, des indicateurs. Il y a une deuxième obligation qui est peut-être méconnue, en tout cas qui est encore très peu mise en œuvre, c'est l'évaluation différenciée des risques
selon le sexe. La loi exacte, c'est il faut réaliser une évaluation des risques professionnels prenant en compte l'impact différencié en fonction du sexe. Pourquoi? Parce qu'à la fois, les femmes et les hommes sont exposés à des risques professionnels différents dans les entreprises parce que majoritairement, ils et elles ne sont pas dans les mêmes emplois, pas dans les mêmes parcours. Mais par ailleurs, le travail a un impact différent sur la santé, notamment sur la santé physique ou mentale, parce que sur le plan biologique, sur le plan social, les femmes et les hommes ne sont pas exactement les mêmes ou pas exactement dans les mêmes situations. Je t'arrête encore juste 30 secondes sur cette question de indicateurs différenciés. Alors, au-delà du terme, le terme est très important. Parce que, globalement, alors soyons ou cyniques ou naïfs ou, bon, comme on dira, mais en gros, pourquoi est-ce que pendant longtemps, aussi les choses ont été sous le boisseau comme ça? Mais c'est parce que, effectivement, on n'avait pas d'indicateur genré du tout. Alors, le bon alibi est dans le fond, pourquoi pas, c'était de dire, mais on va pas faire de la stigmatisation. Alors vous comprenez, comme effectivement on observe objectivement sur certains domaines, sur certaines indications que l'absentéisme des femmes est supérieur, eh ben on va pas publier, on va pas dire, et puis cachez-moi ce sein qu'on ne saurait voir, on va pas regarder non plus, parce que dans le fond, si on peut pas agir, pourquoi est-ce qu'on regarderait? Alors c'est là où je trouve que l'extrême courage, si je peux me permettre, de ce que tu as eu et de ce que d'autres ont, qui est, il faut regarder, il faut mesurer, il faut se garder de porter des jugements trop vite, il faut regarder ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, qui est très important, qui est la multifactorialité, parce qu'en gros, il n'y a pas une raison qui conduit à un truc, on n'est plus dans un schéma simpliste, on est sur des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus polyfactorielles justement. Et ce qu'on voit aussi, alors on connaît tous des clubs ou des trucs qui ont envie et qui réfléchissent sur la nouvelle formule, j'allais dire, du sociétal de demain. Quelle sera la place du travail? Quelle sera la place de la société? Quelle sera la place du reste, sachant que pendant longtemps, on a tronçonné les gens avec, quand tu rentres dans l'entreprise ou dans la fonction publique, la même chose, tu laisses de côté tes problèmes perso. On sait que c'est une vue de l'esprit, que c'est globalement pas possible et qu'il faudra faire autrement. Alors ça, il faut effectivement que on l'accepte progressivement, et je dois dire que là, c'est là où moi je tire mon chapeau, parce que le plafond de verre se fendille, la conscience vient, et la conscience c'est très important. 2 minutes encore, et puis je vois qu'il nous reste quand même un quart d'heure, et j'aimerais peut-être vous tous à la fois vos questions, vos interventions sur les secteurs et autres qui sont les vôtres. Donc Florence, c'est à toi, et puis oui, c'est ça, je voulais juste rajouter, puisque Anne-Marie, tu as évoqué la question de l'absentéisme, hein. L'absentéisme, aujourd'hui les femmes sont absentes 30 à 40% de plus que les hommes. Ça fait 4 à 5 jours par an. Hors maternité, paternité. On l'explique d'abord pour à peu près un quart par l'arrêt maladie avant maternité. Parce que en France, alors que les femmes sont pas forcément malades, enceintes, on n'adapte pas le travail, on ne change pas temporairement d'affectation, on préfère mettre en arrêt. Juste un exemple dans ce sens-là, je crois que c'est toi, vous qui me donniez là. Par exemple, quand vous êtes à l'hôpital, eh ben vous n'avez pas de blouse de travail pour femmes enceintes. Oui, l'adaptation des EPI. Oui, voilà. Deuxième facteur de cause, c'est maladies souvent féminines qui arrivent plus tôt dans la carrière d'une femme que d'un homme. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'endométriose, le cancer du sein qui arrive 8 ans plus tôt que le cancer de la prostate, la fibromyalgie, etc., avec des problématiques d'arrêt. Mais l'essentiel de cet écart homme-femme, il s'explique par les conditions de travail, par cette exposition aux risques psychosociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, d'où je reviens à ce document unique d'évaluation des risques. L'ANACT est en train de produire un petit guide méthodologique qui paraîtra à l'automne pour aider les entreprises à évaluer les risques justement de manière différenciée, c'est-à-dire en n'oubliant pas les risques dans les emplois à prédominance féminine, par exemple les fonctions support, parce que souvent on fait un DU avec les risques les plus dangereux auxquels sont exposés les hommes, en n'oubliant pas les risques liés aux violences sexistes et sexuelles. Et il y a en ce moment des outils qui sont en train d'être produits. En Occitanie, l'ANACT, on va réactualiser un outil en diagnostiquant 40 facteurs de risque. Ces facteurs de risque organisationnels dont tu parlais, Cyril, qui conduisent à ce que
certains postes, certaines activités, certains métiers, certaines entreprises sont plus exposés que d'autres aux violences sexistes et sexuelles. Également, mieux prendre en compte dans ce document unique les situations de travail des femmes enceintes et tout un certain nombre d'éléments liés à l'inadaptation de l'organisation du travail, des cadences pour des hommes jeunes en bonne santé, du port de charge excessif, etc., etc. Voilà, donc des données sexuées en santé au travail, c'est indispensable et il faut plus faire l'autruche. Et c'est grâce aux données qu'on va progresser. Et effectivement, comme le disait le rapport du Sénat récemment sur la question, différencier n'est pas discriminer. On discrimine déjà, en fait. Il y a déjà des entreprises qui me disent « j'embauche pas de femmes de moins d'1,60 m parce qu'elles vont pas pouvoir travailler sur mes étagères qui sont trop hautes, etc., etc. » On a peur aussi en France de la discrimination positive. Il ne s'agit pas là de faire la discrimination positive. Alors oui, peut-être quand on est enceinte, on peut dire que c'est la discrimination positive, mais voilà, c'est une différence biologique. Voilà, la majorité des femmes et des hommes se ressemblent, mais il y a quand même ces différences liées à la morphologie, la santé reproductive. Donc en fait, c'est plutôt un acte de progrès, si je puis dire, de mettre à plat ces données sexuées, d'évaluer les risques pour les femmes et pour les hommes, diagnostiquer les facteurs de risque de violence sexiste et sexuelle, adapter les EPI pour les femmes et pour les hommes, adapter l'organisation de travail, questionner le management. Les femmes sont quand même très exposées, je pense au secteur de la propreté, à un management strict, directif, voilà, avec beaucoup de conséquences délétères. Et puis bien sûr, anticiper l'usure professionnelle par la mise en place de parcours. Il n'est pas normal que les femmes restent au premier niveau dans les entreprises, dans les organisations, des dispositifs de maintien en activité et puis bien sûr de la souplesse dans l'articulation des temps. Merci à toi. Alors, peut-être un peu des réactions, j'allais dire, de vous qui êtes dans les entreprises, et je vais commencer encore une fois par remettre un peu de citron. C'est qu'on parle plein des entreprises, donc c'est vachement bien, et bravo pour elles. C'est maintenant, je crois que c'est combien, 18 millions, 19 millions de salariés d'entreprises du privé qui sont suivis par la CNAM, par l'assurance maladie. Voilà, donc 19 millions 6. Voilà, oui. C'est ça. Donc en gros c'est ça, mais au total on a un nombre d'actifs pas loin de 30 millions. Alors il y a les chômeurs, mais il y a quand même un peu plus de 6 millions de fonctions publiques, des 3 fonctions publiques. Et de dire par exemple ce matin, on réfléchissait sur ce même type de sujet, mais par rapport aux établissements de soins. Et encore une fois, les stats qu'on a, qui sont les statistiques d'Amélie, de la CNAM et autres, je vais faire très savant, dans le CTNI, c'est-à-dire le secteur le secteur d'activité professionnelle, on a tout un amalgame, et j'allais dire que la santé est collée avec le nettoyage, l'aide à domicile et globalement un certain nombre d'autres choses, et on aurait vraiment besoin, donc Florence, là, je te retue très plutôt pour la suite là-dessus, d'avoir la même chose au global et des vrais data, encore une fois, parce qu'on a des sondages et c'est pas la même chose. On a des enquêtes. Bon, en même temps, les trucs sont faits plus ou moins bien, mais ça c'est autre chose. Mais on a les vrais data, on les a pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas où elles sont mobilisables, en tout cas sur les fonctions publiques. Voilà. Donc moi, c'était ma première remarque. D'autres actions. Caroline, pardon, j'ai envie de vous passer la parole. Caroline Amiel, et Dr Caroline Amiel est médecin du travail à l'hôpital Foch. Moi, j'ai une petite question concernant les données que vous recueillez sur l'anxiété et le stress qui n'aboutissent pas forcément à des arrêts de travail. Donc, en fait, il y a 2 cas de figure. Il y a le médecin traitant qui va arrêter pour un stress ou une anxiété sans donner une corrélation avec l'usure professionnelle. Donc là, je pense que ce sont des données qu'on n'a pas aujourd'hui et qui mériteraient probablement d'être mises en avant. Et pour tous ceux qui subissent au quotidien cet état d'anxiété ou de stress et les personnels qui ne sont pas en arrêt maladie, est-ce que vous avez des données ou un moyen de recueillir ce type de données en fonction du genre? Merci Caroline de la question
enfin, vraiment importante, encore une fois. Est-ce qu'on a des données? Alors, on sait, mais comme dirait l'autre, c'est une espèce de consensus, que le trio gagnant, si on peut dire, en matière de santé mentale, c'est stress, dépression, anxiété. Voilà, entre les trois, mon cœur balance, et de temps en temps c'est l'un, de temps en temps c'est l'autre. On a un certain nombre d'indications, en revanche, on a des indications aux États-Unis, par les assureurs aux États-Unis, de ce qu'est l'impact, ou au Canada aussi, de ce qu'est l'impact et l'impact financier des arrêts là-dessus. Je sais pas si tu les as, je suis tombé là-dessus avant-hier sur ces données canadiennes. Florence. L'ANACT n'a pas de ces données car l'ANACT n'est pas un organisme de publication statistique. Par contre, je pense qu'il y a un rôle très important des services de prévention en santé au travail. Et il y a un travail qui, il me semble, démarre pour exploiter mieux les données que vous avez effectivement médecin. En Corse, par exemple, il y a eu un travail d'analyse des données recueillies. Il y a aussi la démarche Everest, etc., pour essayer, à partir des données recueillies par les médecins, qui sont quand même des données confidentielles, d'arriver à les extrapoler. Et moi, je pense que les médecins du travail et les médecins tout court, donc en lien santé publique, santé au travail, ont un rôle extrêmement important pour faire progresser la connaissance et les déterminants de ces situations. Voilà. Là-dessus, tu parlais de la RACT Occitanie. Moi j'ai découvert en Occitanie des systèmes pour le coup très coopérants d'utilisation des données. Encore une fois, je parle pas des sondages, mais des données, et notamment il y a l'air d'un il y a une telle, si vous voulez, rétroaction positive qui se passe entre la RACT, l'ADRETS, l'ARS et les partenaires, les services de santé au travail, qu'ils arrivent vraiment, et sur la base de données, à monter des programmes là-dessus. On les a mis en lumière il y a quelques mois, on recommencera, parce qu'ils font des progrès absolument phénoménaux. Et je vois par exemple un service, je vais vous passer la parole, il faut que je me magne là-dessus, qui est à côté de Toulouse, et qui est en train de monter un truc sur vieillissement et travail. Donc on est en plein, et santé mentale, on est en plein sur ce truc-là. Bon, j'ai pas encore les données. Monsieur. Oui, alors oui, je sais pas. Voilà. Ça y est. On a beaucoup parlé de fonction publique. Comment faire en tant qu'acteur local, littéralement service de médecine de prévention, par exemple, pour aider sur ce genre de thématique, quand on sait que la fonction publique, on a peu ou pas la main sur les actions à mettre en place, sans même parler de questions de budget ou d'embauche, carrière ou autre. Une idée là-dessus, Florent. Et puis alors, j'aimerais bien qu'on entende Cyril avant, parce qu'on va se faire virer dans 3 minutes, en gros. Excusez-moi. Juste une idée qui est, en tout cas, dans le secteur privé, il y avait une loi qui est passée en 2016, comme quoi les rapports de médecins du travail devaient produire des données sexuées pour les femmes, pour les hommes. La fiche entreprise, il y a un certain nombre de PRST, les plans régionaux de santé travail, qui sont en train de travailler sur cette fiche entreprise. Donc théoriquement, les DUERP, même combat. Normalement, alors là, on est à peine en retard, on a tous 10 ans de retard, ça devrait être fait complètement depuis. Simplement, maintenant, il y a une vigilance. Je veux dire aussi, pardon, de sortir le gendarme, mais on a aussi une incitation de l'inspection du travail à regarder ça d'un peu plus près dans les données générales. Je suis désolé de dire des choses triviales. On va vraiment se faire engueuler. Donc un mot, Florence. Pardon, monsieur. Oui, bonjour Monsieur Combs. Vous disiez que vous parliez du Rana Plaza. Moi, je reste un petit peu dubitatif par rapport à ce que j'observe. Est-ce que depuis ce grave, c'était assez terrible, est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec tout ce que les choses ont, enfin tout ce qui a été mis en place, est-ce que si vous faites le bilan aujourd'hui en 2024, est-ce que les choses n'ont en fait pas beaucoup changé, ou au contraire, il y a quand même des sacrées évolutions? Vous voulez dire au Bangladesh ou Oui, au Bangladesh, parce que moi, ce que je m'aperçois, c'est que toutes les grandes marques comme H&M, Zara et tout ça, on continue d'avoir des documents, enfin des vêtements, pardon, de ces groupes qui sont faits au Bangladesh. Oui. Alors, ça m'interpelle, je me pose la question. Merci de la question, parce que ça me donne l'occasion de souligner un point. Merci. C'est qu'après le Rana Plaza, on a eu notamment sous l'égide de l'OIT
beaucoup d'initiatives qui ont été prises, qui ont associé les donneurs d'ordre, donc les marques et les distributeurs des pays riches, les ONG, les fédérations syndicales internationales et les autorités du Bangladesh. Et dans le deal général qui a été fait à ce moment-là, il y avait un point qui était extrêmement important pour tout le monde, c'était que les sources d'approvisionnement au Bangladesh demeurent. Le risque, c'était quoi? Parce que l'industrie du prêt-à-porter, c'est une industrie assez mobile. On peut assez facilement, c'est pas les semi-conducteurs, quoi. Hein. Donc, on peut assez facilement construire une infrastructure dans le pays d'à côté qui est moins sous les feux de l'actualité. Donc, il était extrêmement important de maintenir l'activité textile dans ce pays. Donc, le fait d'avoir toujours le Bangladesh parmi les principaux exportateurs de textile, c'est pas en soi un facteur de suspicion, on va dire. Ce qui s'est fait de positif, c'est quand même que l'ensemble des sites habilités à l'export ont été visités et ont fait l'objet d'ajustements du point de vue et de mise aux normes internationales sur le terrain de la santé et de la sécurité au travail. Donc, je suis pas en train de vous dire que le Bangladesh est devenu un paradis, le paradis du monde du travail, mais on peut quand même soutenir que l'action qui a été menée depuis 10 ans a produit des effets et a responsabilisé les donneurs d'ordre. Ça, il me semble que c'est le legs le plus substantiel. On l'a vu avec la loi française de 2017, qui a fait des petits en Allemagne, en Suisse et ailleurs, et aujourd'hui la directive européenne. Merci de la question, parce que effectivement derrière les engagements, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe de concret. Et je crois que de ce côté-là, les audits qui sont faits sont de plus en plus sérieux. Je vous raconterai pas ce type d'audit qu'il y avait. Alors disons, voyons, il y a plus de 20 ans, parce que comme ça il y aura prescription, mais où effectivement, quand les structures, notamment les structures sous-traitantes de ce type, étaient au courant avant la bande d'auditeurs débarquait, j'allais dire qu'on balayait partout, on mettait les enfants à la cave, l'audit avait lieu comme ça. Heureusement, les choses sont plus comme ça globalement là maintenant. Merci à vous. Alors, je surveille ma montre, il est 15h58, on a exactement 2 minutes pour conclure globalement pour chacun. Moi qui ai une autre question. Non. Alors, Florence, à toi. Oui, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que dans le contexte dans lequel nous vivons... Et si sur le menton, c'est mieux. Oui. Le menton en bas, en bas. Et si l'on regarde plus particulièrement les enjeux de crise climatique, de transition écologique, d'intelligence artificielle, etc., on sait que les problématiques de santé mentale, d'exposition aux risques psychosociaux, elles vont augmenter. Donc déjà, il y a un différentiel homme-femme, il risque de s'accroître. Donc c'est vraiment important de prendre en compte ces dimensions de genre ou aussi de CSP, parce que ça n'est pas la même chose selon les catégories socio-professionnelles, donc selon les populations au travail. Et pour cela, juste je voulais donner une information, c'est que l'ANACT organise un colloque les 6 et 7 novembre prochains, en distanciel, en présentiel à Lyon, sur ces problématiques de transition écologique, genre, quelle transformation du travail. Vous avez les informations sur le site de l'ANACT. Et on vous mettra le lien. Merci Florence. Cyril Leviatic. Moi, j'insisterai, le mot de la fin, ce sera pour insister sur ce que j'ai dit au début et ce que Florence aussi a dit, sur le rôle du dialogue social. Ça me semble vraiment un point très, très important. On parle beaucoup de démocratie sanitaire dans le champ de la santé publique. Je pense qu'il faut avoir le même type d'approche en matière de santé au travail, et le dialogue social sur la prévention, c'est un peu ça, c'est un peu l'expression de cette démocratie sanitaire, la démocratie sociale en entreprise, avec aussi un changement de focale sur le dialogue social. C'est-à-dire qu'il faut que le dialogue social de plus en plus intègre ce principe de prévention comme un principe d'organisation du travail et ne plus se cantonner exclusivement sur, je dirais, les contreparties bien connues de la subordination, qui sont très importants. La négociation sur les salaires et sur les conditions de travail, c'est quelque chose de très important. Mais voilà, le dialogue social, ce qu'on appelle en France aussi le dialogue professionnel, ouvre un champ nouveau sur toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui. Ouais, merci d'insister là-dessus, parce que c'est effectivement crucial. Et moi, je voudrais rajouter un autre chiffre. Alors, comme toujours, quand on est à 50-50, on peut voir un côté ou on peut globalement voir de l'autre. Mais sur cette question des femmes et de la santé mentale, c'est pas des datas, c'est un sondage, donc à prendre. Mais on a 50% des femmes
qui hésitent ou renoncent à parler de ces questions-là de santé mentale dans leur cadre classique, c'est-à-dire dans le cadre de leur structure de travail classique, de leur organisation, voire de leur médecin du travail, classique ou autre, ou de leur psychologue du travail ou autre classique. C'est vrai que on a ce frein-là, et alors encore plus de la hiérarchie. Là, on n'en parle pas, c'est 80% au moins. Les autres, elles ont dû fumer la moquette, qui disent que elles en parleraient pas à leur chef, quel qu'il soit. Et donc là, de ce côté-là, je veux dire que ce qui est, alors je reciterai encore nos amis de Foch, mais autres ou d'autres, ou ce que fait aussi l'ANAC, qui sont, ou ce que vous faites aussi de façon informelle, des groupes de parole pour que les gens parlent. L'essentiel est de pouvoir en parler. C'est-à-dire que on n'aurait pas imaginé, je vais vous dire, il y a 5 ans, d'avoir un truc où vous étiez aussi nombreux sur ces questions usure professionnelle, santé mentale. On aurait dit qu'est-ce que c'est que c'est fou. Bon, là maintenant c'est plus le cas. Donc on voit effectivement que les choses évoluent positivement. Et donc merci à vous en tout cas à vous tous d'avoir été là. Et puis je vous propose qu'on applaudisse nos intervenants qui ont vraiment été super. Grand merci à vous. Et on va pas trop se faire engueuler parce qu'il est 16h02, mais voilà. Merci à vous tous. Donc à bientôt. Alors je vous ai pas dit les prochaines étapes. Ça va être le replay que vous aurez la semaine prochaine. Et comme vous avez tout votre truc là, et aussi des documents, les documents de Florence et d'autres que vous aurez là. Un grand merci à vous tous.